bonjour. Bonjour tout le monde. Alors vous êtes bien sur Fréquence 7, cette radio différente et pas pareille, et vous êtes bien sur Solidaire d'abord, différent et pas pareil. Voilà, au carré. Aujourd'hui, avec toi Julien, on va parler d'une mise en abîme, d'une mise en relation d'une part la Révolution française, puisqu'on n'en parle jamais le 14 juillet. Le 14 juillet, on est en vacances. Hein. Bon, et donc on va parler de la Révolution française et de l'actualité. L'actualité qui est très chargée pour les pauvres écolos en ce moment. Alors, Révolution française, comment ça démarre pour toi ? Alors ça démarre déjà, tu vois, c'est marrant ton musique d'intro là, c'est le temps des cerises. Ouais. Là on parle du parent de la Commune de Paris, puisque c'est la Révolution française. Il y a une filiation directe avec entre donc la Révolution française et la Commune de Paris. Et la Révolution française, on la résume souvent à une révolution bourgeoise. Parce que ça arrange bien tout le monde d'imaginer qu'en fait c'est juste les bourgeois qui essayent de prendre une place à l'intérieur de l'État français de l'époque. Aujourd'hui on va essayer de synthétiser un peu très rapidement pas mal de trucs. En 10 minutes ça va être compliqué de tout synthétiser. Mais on va essayer de rendre un peu la place au peuple qui lui appartient dans cette révolution. Et puis on va essayer aussi de mettre un peu de relief dans les rapports entre la bourgeoisie et le peuple dans tout ça. Alors comment ça commence ? Alors ça commence, on va prendre des points de départ très synthétiques. Les états généraux qui sont convoqués en fait par Louis XVI, donc le 5 mai 1789, à cause de l'état des finances en France qui est catastrophique. Un petit peu comme aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de dettes, il y a la moitié des recettes de l'État qui part dans le recouvrement de cette dette. Et il y a la miche de pain qui est extrêmement chère. Et le peuple qui n'arrive pas à manger, puisqu'il passe peut-être les 2/3 de ce qu'il gagne dans une journée juste pour acheter un morceau de pain. Donc on a une famine, on a vraiment des gens en grosse difficulté, un État en grosse difficulté, et le roi convoque le vieux machin qu'est les États généraux pour essayer d'asseoir tout le monde autour d'une table pour voir comment on peut faire. Donc le roi, à cette époque-là, reconnaît quelque part quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas tout à fait comme le nôtre. Oui, puis il est sûrement obligé un peu par tout le monde autour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, ils arrivent au bout d'un problème qui a commencé peut-être sous Louis XIV et peut-être même avant. Ouais. Donc voilà, alors les états généraux, qu'est-ce qui se passe avec ces états généraux ? Il y a des députés qui viennent et puis il y a trois partis. Il y a les 3 corps, donc que tout le monde connaît un petit peu parce qu'on les voit à l'école, ceux-là, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et le tiers-état. La noblesse et le clergé, à eux, ils représentent 2% de la population française. 98% de la population française, c'est le tiers-état, à l'intérieur duquel il y a une nouvelle classe qui émerge, qui est la classe de la bourgeoisie. Donc du coup, la bourgeoisie est assimilée dans le tiers-état, et on comprend dès le début qu'il va y avoir 2 grands courants dans ce qu'est le tiers-état de cette époque-là. C'est la bourgeoisie qui est en train de s'affirmer très très fort et qui voudrait prendre plus de place dans la société, et le peuple, le petit peuple, qui est plus ou moins le même qu'aujourd'hui, le même qu'hier. Alors normalement, il y a ces 3 corps, hein, ouais. mais en fait, les députés du tiers-état demandent à être plus nombreux. Alors ils demandent à être plus nombreux, ce à quoi Louis XVI accède, puisqu'il y a 250 sièges pour le clergé, 250 sièges pour la noblesse, et 250 sièges, mais qui vont être portés à 500 par Louis XVI à ce moment-là. Donc il décide un doublement des sièges du tiers-état, sauf que, donc ça devrait rendre les gens contents, ils devraient avoir l'impression d'être un peu mieux représentés, sauf qu'en fait, il va conserver un mode de scrutin où c'est une voix, non pas par siège, mais une voix par ordre. Donc le tiers-état n'aura qu'une voix, même s'ils sont 500, et la noblesse et le clergé auront tous les deux une voix également. Donc il est quand même en minorité. Et donc comme à chaque fois, ils leur mettront de travers. Quoi. Voilà, clairement, et ils ont beau être plus nombreux, c'est pas pour ça qu'ils vont être plus représentés. Mais en fait, il n'y arrivera pas, parce que le tiers-état va arriver à imposer une présence... Eh ben alors, ce qui se passe, c'est que le peuple, il y a une vraie volonté du peuple d'être beaucoup plus entendu, beaucoup plus présent, c'est poussé très fort par la bourgeoisie, et il y a toute une partie du petit clergé et de la petite noblesse qui est aussi un peu sympathique à ces points de vue-là. Donc c'est là qu'on va se retrouver assez rapidement à avoir la constitution de l'Assemblée nationale française, qui va devenir l'Assemblée nationale constituante, qui veut écrire une constitution, et qui veut un peu remettre les règles du jeu à plat. Oui, mais hop là, pas hop là. Le roi dit non, vous n'allez pas vous réunir, là, il y a des travaux. Voilà, c'est ça. En fait, ils se retrouvent dans une salle qui s'appelle la salle des menus plaisirs, où ils sont donc en train de discuter de la constitution rédigée donc par l'Assemblée nationale française, une nouvelle page
pages de l'histoire politique française. Et au moment où ils doivent un peu se retrouver pour ratifier tout ça et continuer à travailler là-dessus, Louis XVI va leur dire: je suis désolé, vous pouvez pas avoir accès à la salle des menus plaisirs parce que elle est en travaux. Donc un peu comme d'habitude, une espèce de fausse excuse pourrie, donc on en a des exemples aujourd'hui à l'appel, ouais. Et en fait c'est là qu'ils vont se retrouver à aller dans la salle qui est à côté, qui s'appelle la salle du jeu de pommes, et c'est là qu'ils vont faire leur serment qui dit qu'ils ne se sépareront pas tant que cette constitution ne sera pas faite et reconnue. Voilà. Alors, je t'accélère parce qu'en fait, on n'a pas tant de temps que ça, et on voulait parler aussi du 14 juillet, évidemment, qui est quand même la date... Alors devant tous ces remous politiques et populaires en France, le roi il panique un peu. Il panique et il va demander à toute l'armée de se rassembler entre Paris et Versailles, histoire d'être prête à agir s'il faut. Et ça c'est un peu mettre le feu aux poudres, puisque c'est là que Camille Desmoulins va faire une grande diatribe donc dans le jardin du Palais Royal, pistolet en main, et où il va crier aux armes, il va y avoir une Saint-Barthélemy des Patriotes. Il pense donc que l'armée va intervenir sur Paris et défoncer tous les révolutionnaires. Saint-Barthélemy des Patriotes, donc flinguer tous les patriotes. Ah bah oui, là c'est le carnage. Ils prévoient le carnage, ils ont très peur du carnage, et c'est ça en fait qui va mettre le feu aux poudres. Le peuple le lendemain, donc dès le 14 juillet, va aller chercher des armes au dépôt des Invalides, si je me trompe pas. Et ils vont prendre ces armes et ils vont aller sur le fort de la Bastille, qui est à ce moment-là une prison assez vide d'ailleurs, et ils vont la prendre, et c'est là qu'on va avoir les premiers épisodes très très violents de la Révolution. La Révolution va être d'une violence très forte un peu tout le long de la période, parce que c'est une période absolument exceptionnelle. Donc Delaunay se retrouve avec la tête sur une pique. Voilà, c'est ça. En fait, le peuple a pris la Bastille, a mis en avant un symbole très très fort qui est que s'ils veulent, ils peuvent prendre les armes et retourner absolument les structures de l'État. Et à la suite de ça, les bourgeois sont assez contents dans la fraction tiers-état, donc ils sont assez contents, mais ils vont très vite proposer de racheter en fait au peuple les fusils qu'ils ont pris pour une bouchée de pain. Évidemment, le peuple va accepter. Ils vont pas leur laisser le pouvoir des armes. Voilà, on sent bien ça. On accélère et on va sur le 4 août. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse nuit du 4 août ? Alors le 4 août, c'est en gros de toute façon, c'est depuis un certain temps l'instabilité politique continue de monter en France, c'est de plus en plus compliqué, ça se généralise aux campagnes, et donc pour calmer un peu tout le monde, on va se diriger vers l'abolition des privilèges. Et à la suite de ça va venir aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui va être adoptée par l'Assemblée nationale. Abolition des privilèges, tenez-vous bien. Oui, théoriquement, il n'y a plus de privilèges en France. Normalement, vous allez devoir payer l'impôt comme les autres. Voilà. Et ça, c'est très important, parce que la noblesse et le clergé ne payaient pas l'impôt comme les autres. Maintenant... Monsieur Arnaud. Voilà, exactement. Bien sûr. On est exactement sur le même type de truc, où on a un 2% qui écrase tout le monde, et les 98 qui sont tout le temps à la peine et à la tâche. Il y a eu la Révolution française. Il faudrait peut-être vous réveiller. Alors après, on va à l'épisode suivant. Le roi va se retrouver en péril quand même. Voilà, mais le roi en fait aurait pu s'en tirer tout le long. La bourgeoisie, comme membre du tiers-état, comme partie du tiers-état, était pas forcément du tout régicide. Et la noblesse, t'imagines bien que non. T'imagines bien aussi que le clergé non plus. Mais qu'est-ce qui va conduire à la mort du roi ? C'est une succession d'événements qui vont de plus en plus mettre le peuple contre le roi. Et à un moment donné, la bourgeoisie, même si elle en a pas forcément envie, va se retrouver forcée de faire exécuter le roi quelque part pour donner un gage au peuple que oui, la bourgeoisie est toujours quand même du côté des révolutionnaires, alors que c'est pas forcément le cas. Et ça depuis le début. On le voit déjà à l'époque de Robespierre. Robespierre et Marat qui sont vraiment deux figures très 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 populaires. Marat est un journaliste qui écrit un petit magazine qui s'appelle L'Ami du Peuple et qui est très très clair. Si vous regardez les citations de Marat, son travail, les citations de Robespierre, vous verrez très bien tout de suite qu'il fait partie de ce qui va devenir la gauche. Et de l'autre côté, on a une légende dorée de Danton qui va s'écrire, alors que Danton est clairement un arriviste très cupide qui a aucun problème à trahir sa parole. Il ressemble un peu au PS, non, c'est ça ? Si on voulait faire de l'analogie, on pourrait, mais en gros, on aurait quelque chose qui ressemble au PS et au centre, les Girondins étant peut-être le centre. Même. Oui, c'est ça. Donc t'as un centre girondin qui disent oui, d'accord, on veut bien faire une république, donner un petit peu quelque chose au peuple. En fait, il y a la bourgeoisie. On a quand même tout le côté Danton qui est un peu
un peu mous et puis surtout un peu traîtres, hein. Ils sont tout le temps un peu en train de jouer à se contredire et à faire le contraire de ce qu'ils avaient dit. Et puis de l'autre côté, on a les montagnards avec Robespierre et Marat qui eux sont clairement quand même du côté du peuple, quoi. Je suis obligé de t'accélérer et d'aller sur le roi. Oui, donc le roi, en fait, à la base, il est donc à Versailles. C'est les femmes qui vont aller le chercher avec des canons, avec tout ce qu'elles trouvent. Elles vont aller le chercher pour lui dire qu'il doit venir à Paris, qu'il doit être au milieu du peuple et qu'il doit se placer sous tutelle du peuple. Cet épisode-là, il est hyper important. C'est les femmes qui vont le chercher. C'est pas pour autant qu'elles auront droit au suffrage universel, rassurez-vous. Mais en attendant, elles vont le chercher et c'est elles qui l'emmènent à Paris aux Tuileries en tout premier lieu. Ensuite, une fois qu'il est aux Tuileries, il est bien tranquille, mais voilà, ça quand même ça lui plaît pas trop ce qui se passe. Il fait semblant qu'il va gérer, qu'il va parler, mais en fait, en secret, il est en train de négocier avec les autres monarchies pour essayer de récupérer son pouvoir. Ce qui va le conduire à un moment donné à fuir, à essayer de s'enfuir de la France, et il va se faire rattraper à Varennes, l'épisode bien connu où il se fait reconnaître, et ramener aux Tuileries. À partir de là, plus ça va, plus le peuple a l'impression que le roi va le trahir, et qu'il y a quand même quelque chose de très mauvais qui est en train de se jouer contre lui. Alors, en fait, ça peut s'expliquer parce que lui, le roi, il sait même pas ce que c'est le peuple. Enfin, de toute façon, lui, il est roi, quoi. Lui, il est probablement persuadé d'avoir donné des gages de bonne foi et d'être très magnanime. Il comprend pas du tout, je pense. Enfin, ça après, on sait pas, hein, mais je pense qu'il est dans une réalité tellement éloignée de celle du petit peuple qu'il comprend pas ce qui se passe. Ouais. Alors après, on se retrouve avec cette fusillade du Champ de Mars. Voilà, qui était. Alors ça, par exemple, c'est encore un coup de Danton, par exemple, dont on ne parle pas. Danton qui réussit à faire en sorte que, pas que lui, évidemment, c'est tout un ensemble en fait d'une certaine bourgeoisie qui a pris l'Assemblée nationale, qui réussit à s'imposer dans l'Assemblée nationale. Et donc, en fait, eux, ils sont toujours dans un truc. Par exemple, ils décrètent que la personne du roi ne peut pas être attaquée en aucun cas. Et la pétition qu'il y avait pour la fusillade du Champ de Mars, c'était une pétition pour démettre le roi. Donc, en décrétant ça, l'Assemblée nationale, côté bourgeois, empêche en fait qu'on puisse demander que le roi soit destitué, et donc se place complètement contre le peuple. Le peuple, lui, n'a pas entendu que c'était illégal, donc il va au Champ de Mars sans armes, et il se fait tirer dessus parce que ce qu'il est en train de faire... Qui c'est qui tire dessus ? Alors, c'est Lafayette qui donne l'ordre. Lafayette aura essayé de sauver le roi jusqu'au bout, hein. Donc Lafayette, on a compris de quel côté il est. Et tout ça fonctionne très bien avec la petite bourgeoisie finalement. En fait, tous ces gens-là arrivent à se mettre toujours d'accord pour mettre des bâtons dans les roues du peuple, que ce soit en lui rachetant ses fusils ou en le fusillant sur la place du Champ de Mars quand il vient demander la destitution du roi. Malheureusement, chaque fois qu'on fait ça au peuple, le peuple, lui derrière, il s'énerve encore plus, 2 fois plus. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, on va se retrouver avec un roi qui finalement fait tirer aussi sur le peuple, parce qu'entre-temps, donc il y a l'Autriche qui commence à venir, la Prusse, le Saint-Empire romain germanique qui veut venir en France en gros pour commencer, et qui fait circuler, hein, attention, nous allons venir libérer le roi, tous ceux qui résisteront seront tués, hein. Et donc là on a des volontaires qui se lèvent dans toute la France, qui montent sur Paris, qui vont demander des comptes au roi de la situation politique de guerre dans laquelle on est, et le roi fait tirer dessus. Donc à partir de là, c'est là que le roi va être emprisonné. Il va être en prison, et puis on va le juger. On va le juger, et on n'a pas forcément du tout envie à ce moment-là de le flinguer. À ce moment-là, on veut qu'il réponde de ses actes. Sauf qu'on trouve l'armoire de fer. Voilà, on trouve l'armoire de fer qui est le coffre-fort. Il n'a pas eu le temps de dire à Benalla d'aller vite les chercher, ce qu'il y avait dedans. Donc du coup, là, quand ils ont ouvert le coffre-fort, il y avait tout dedans. Et ce qu'il y avait dedans, c'était la correspondance du roi avec les monarchies étrangères pour essayer de récupérer le pouvoir. Et à ce moment-là, le procès du roi, qui était un procès en massacre du peuple, vous avez perdu les pédales, etc., va se transformer en un procès de trahison. De trahison du peuple français, de trahison de son rôle de gardien de l'État français. Alors, je te remercie beaucoup pour ce tableau brossé rapidement. On se retrouve avec une actualité, là, très forte, cette semaine, anti-écolo. Oui. Alors, quand je dis ça, c'est parce que, par exemple, pour la 69, on se retrouve là on a changé d'époque, hein, la 69, hein, une autoroute. Hein. La Cour d'appel a normalement émis l'avis qu'il fallait qu'il y ait une suspension des travaux le 27 février. Là-dessus, le Sénat, le 15 mai, dit non, il faut revalider le chantier. Et donc, pour arriver à revalider le chantier, ils ont voté au Sénat, et après, ça va passer à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le 2 juin, ça passe à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas encore ce qui en sera tiré, mais
Par contre, à l'Assemblée nationale, il y a une possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour arriver à arrêter les travaux jusqu'au moment où il y aura le jugement sur le fond qui se passera courant décembre, pardon. Mais donc là, on est vraiment dans un truc où on se rend compte qu'il y a deux pouvoirs en fait qui sont en train de s'affronter. C'est très similaire finalement à ce qu'on voit aussi pendant toute la période de la Révolution française, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer avec ces systèmes d'assemblée ? Il y a des élites qui vont s'amuser à jouer avec le protocole comme ça, à jouer avec les petites astuces, et puis à côté de ça, il y a quand même une volonté du peuple qui est quand même assez claire, que tout le monde entend, et on voit aussi là l'importance de la justice comme garant en fait, comme troisième pouvoir dans les trois pouvoirs, la justice qui est d'ailleurs le premier truc qu'attaquent les nazis à l'époque du Troisième Reich. La justice est un garant là-dedans, parce qu'il permet de faire le garde-fou contre ces élites qui voudraient faire n'importe quoi. Pas état de droit. Bien sûr. Alors là, on se retrouve aussi à quelque chose qui est en ce moment jugé anti-écolo, c'est les zones à faible émission. Tu sais, alors ZFE, les endroits où alors les voitures qui se retrouvent à avoir une petite pastille pour pouvoir avoir des codes critères, etc. Voilà. Et on se retrouve là avec quelque chose qui est très compliqué en fait à démêler, parce que si on est de droite ou si on est de gauche, on n'a pas du tout les mêmes raisons d'être contre ces zones. Non, et puis je dirais même que droite ou gauche, c'est même pas suffisant pour décrire le problème, parce qu'il y a toute une fraction de la gauche qui s'accommode très bien de petites mesurettes qui font très joli sur le papier pour l'écologie, mais qui en fait ne changent rien. Et par contre, quand il va falloir voter des trucs, là je pense vraiment au PS et compagnie, eux ils vont pas être sur les vrais gros dossiers en fait. Non, bien sûr. C'est de la vitrine. D'ailleurs, par exemple, pour la 69, le PS est pour. Oui, mais tout ça c'est de la vitrine. Alors là, on va faire des ZFE où on va finalement empêcher les plus pauvres d'accéder au centre-ville, où en fait on est en train de punir, c'est de l'écologie punitive là pour le coup. Mais par contre, les chantiers d'autoroute ou les néonicotinoïdes, alors là il y a pas de souci les gars, vous pouvez y aller. Alors on va y venir. Mais là, donc ils vont nous faire un paquet cadeau avec ces ZFE, ils vont mélanger dans un grand texte quelque chose sur l'implantation des data centers, tu vois. Et puis d'autre part, ils vont mettre dans le même texte aussi un truc sur l'artificialisation des sols. Donc ils mélangent tout, ils mettent tout ensemble, tout ça, et puis les gens votent, voilà. Et puis comme ils ont une majorité pour les ZFE, ils espèrent qu'ils vont faire passer leur petite merde au passage. Oui, puis c'est une façon très 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 particulière qu'a ce gouvernement actuel et cette façon de gouverner actuelle, qui est de beaucoup mélanger les choses pour beaucoup brouiller les pistes. Voilà. Comme ça, on sait plus de quoi on parle, on sait plus de quoi on vote, on sait plus ce qui se passe, voilà. Et de toute façon, ils s'en foutent parce qu'en gros, ils ont une majorité à eux, qu'ils ont fait leur petite combine. Voilà. Alors, par contre, on a une victoire quand même qui s'est passée, c'est la Confédération paysanne a remporté l'Ardèche, et au vote sur la MSA, la Mutualité sociale agricole ardéchoise, donc là c'est, je crois que c'est Loire, Drôme, Ardèche, la MSA, ils ont pas remporté la chambre au niveau pour la MSA, mais ils ont quand même 25 élus, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 8 élus à 25 pour les gens qui sont gestionnaires de cette chambre. Donc ça, c'est quand même très très bien. Et alors, à quoi sert cette MSA ? Eh ben, elle sert entre autres à ce qui est pour Dixit la conf, mettre en avant une couverture sociale plus réaliste, plus en place. Les retraites sont basées sur la solidarité, la santé, les congés maladie, les congés maternité, le droit au repos, le droit au répit. Nous sommes force de proposition, dit la Confédération paysanne. Et donc, pour garantir un accès effectif de ces droits, les gens qui vont gérer la MSA vont être très attentifs à tout ça, là, à tous ces droits. Mais aussi, ils vont être attentifs à quelque chose, c'est qu'il y ait des gens qui soient en face, soit quand il y a une réception, il y a des gens qui sont là au guichet, ou il y a des gens qui sont là au téléphone. C'est pas seulement des machines, quoi. Ouais, le service public présent, auquel on arrive à accéder sans avoir faire soit de l'internet, soit une plateforme à l'autre bout du monde. Ouais. Donc chapeau, bravo à la Confédération. Ça, c'est l'engagement de la Confédération paysanne, qui est quand même sur des questions sociales et qui est aussi sur une vision de l'agriculture qui n'a rien à voir avec la FNSEA. Donc, alors, on va parler de la loi du plomb, mais avant qu'on parle de la loi du plomb, des petits extraits sonores de paysans qui parlent.
Claire-Madeleine Perdria, qui est éleveuse bio dans le Puy-de-Dôme. Il est difficile de dire ce qui me choque le plus dans cette loi parce que c'est de bout en bout une aberration absolument totale. Ce projet de loi, en réalité, il a été écrit par et pour l'agro-industrie, l'agrochimie. Ce qui est absolument incroyable, c'est que l'agriculture qui devrait travailler avec la nature travaille contre la nature. En tant qu'éleveuse, je pense que ce projet de loi, il n'est pas du tout dans les revendications du monde agricole. Il n'y a rien sur le revenu des agriculteurs, sur leurs conditions de travail ou leurs conditions de vie. Un constat partagé par Félix Noblia, éleveur au Pays Basque. Aujourd'hui, la loi Duplon vient faire le contraire de ce que moi j'attends de la législation. J'attends que la législation nous protège en tant qu'agriculteurs, nous protège de la concurrence déloyale. Au contraire, en fait, on baisse le niveau d'exigence des produits alimentaires pour être compétitif avec des produits dont la qualité est moins bonne que la nôtre. En Normandie, cette fois-ci, Jean-Bernard Lausier est céréalier. 20 ans que pour ma part, j'ai réduit de 50, puis 60, puis 70, et enfin, depuis 5 ans, de 80% l'utilisation des pesticides. Nous avions le sentiment de participer à l'histoire du changement de modèle agricole. La loi Duplon est un très mauvais coup porté aux agriculteurs dont je fais partie, passionnés par leur métier et conscients de leurs responsabilités. Elle aussi est céréalière dans Lyon, en bio. Christelle Garnier, au micro du média Vaquita. Cette loi, elle me fait froid dans le dos, elle me met en colère, elle me rend triste. Enfin, je ne comprends pas comment on peut, par une loi comme ça, sous la pression de gros industriels de l'agriculture, oublier que les pesticides tuent le vivant, les pesticides tuent la biodiversité. Les insectes qui ont disparu, les oiseaux qui ont disparu, on voit les problématiques de pollution de l'air, de l'eau, les problématiques de santé. Tout ça, c'est avéré, je veux dire. Les scientifiques nous le prouvent, notre quotidien nous le prouve. Et là, on refait open bar sur les pesticides. Franchement, je comprends pas, quoi. Alors la Confédération paysanne a interpellé Solignac sur justement cette loi Duplon en mettant en avant le fait que on va mettre au pas l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, qu'on va réintroduire 3 néonicotinoïdes qui ont été invalidés depuis 10 ans, alors qu'il y avait des alternatives qui n'ont pas été développées. Par rapport à ça, Pierre-Yves Marais, qui est donc paysan à la Confédération paysanne, m'expliquait que par rapport à, par exemple, à la drosophile, il y avait des solutions qui auraient pu être développées. Chez lui, il a fait l'essai d'ailleurs, il a introduit une guêpe, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, la guêpe Ganaspis, je crois, hein, c'est ça. Et donc cette guêpe, elle va aller pondre dans les œufs de la drosophile, ce qui fait que la drosophile n'arrivera pas à se développer. Et parce que en fait cette drosophile qui attaque tous les fruits rouges et qui les rend en mode boudin, cette drosophile elle vient d'Asie. Et il fallait trouver tout simplement un prédateur, ou quelque chose qui vient d'Asie aussi, et ça aurait pu être développé, mais ça n'a pas été fait. En plus, ils vont, avec cette loi Duplon, relever les seuils des installations, c'est-à-dire que les gens devront avoir plus de terrain pour pouvoir s'installer, c'est-à-dire qu'on favorise les grosses installations, les grosses exploitations, et pas les petits paysans. C'est une vraie catastrophe. On va en plus favoriser les méga-bassines. Voilà. Alors tout ça se fait avec des absences de garantie de revenus pour les agriculteurs, alors que c'est quand même théoriquement là-dessus qu'il y avait une vraie réflexion qui était en cours depuis l'an dernier avec les mouvements des agriculteurs qu'il y a pu y avoir. Et puis, on a vraiment l'impression, en plus, que ne sont pas pris en compte, justement, le fait que il y a théoriquement un principe de précaution, quoi. Ouais, moi, par rapport à ça, si tu veux, il y a 25 ans, j'ai fait un baccalauréat au lycée agricole ici, en sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement. Ouais. Déjà à l'époque, on nous expliquait que le modèle productiviste de monoculture et compagnie était complètement dépassé et qu'il fallait absolument trouver d'autres solutions. Ça c'était il y a 25 ans, d'accord ? Et ça faisait déjà 20 ans qu'on le disait, en gros. Hein. Au jour d'aujourd'hui, là, on est en train d'observer sur ce qu'est l'agriculture, la façon dont est pensée l'agriculture en France,
France, une fuite en avant complètement délirante vers l'agriculture productiviste et l'agriculture de monoculture, l'agriculture de pesticides, etc., etc. Alors qu'on sait scientifiquement depuis longtemps déjà que c'est pas viable et que ça va en plus appauvrir les sols, appauvrir la biodiversité et qu'au bout du compte, on va encore plus galérer. Et là, on voit quelque chose, moi je suis obligé de faire le parallèle avec ce dont on parlait sur la Révolution française tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la volonté du petit peuple, les petits exploitants, des gens qu'on fait souvent passer, le petit peuple, que ce soit à la Révolution ou dans des cas comme ça, on les fait toujours passer pour des débiles, des gens qui comprennent rien. C'est pas vrai. Là, tous les gens qu'on vient d'entendre, on voit qu'ils ont une pensée philosophique profonde même de ce qui se passe. Donc ils ont du savoir technique, du savoir scientifique et une pensée philosophique profonde. En face de eux, ils ont une machinerie qui utilisera tous les leviers, tous les ressorts de l'État, une confiscation de ce qu'est l'État, pour les intérêts des bons vieux 2% qui sont aujourd'hui plus la noblesse et le clergé, mais qui est simplement la bourgeoisie bien de droite et qui s'amuse avec l'extrême droite en prime pour essayer d'empêcher finalement le peuple de faire revenir tout ça à la raison. Voilà, alors ça s'appelle le socle commun, alors excusez-moi du peu. Oui, on ment beaucoup. Macron, RN et LR. Voilà, le socle commun qui a de commun que leurs intérêts personnels. Voilà. Et donc, en plus, ce socle commun, pour empêcher le débat par rapport à cette loi du plomb, ils ont réussi à faire ils ont fait voter un rejet préalable du texte qu'ils avaient eux-mêmes déposé, tu vois. Donc c'est une arnaque, voilà. C'est-à-dire que ça va quand même complètement. Alors là, ce qu'ils ont fait, ça vaut le coup de s'y arrêter 10 secondes dessus. Mais on a à peine 10 secondes. Je sais, mais c'est pour ça que je me dépêche. Ils ont voté contre leur propre loi pour empêcher qu'on puisse faire des amendements à l'Assemblée nationale. On est typiquement dans une manipulation éhontée des votes et de la structure de cet État pour arriver à faire les choses comme on a envie de les faire. C'est pour ça qu'on parle de 49.3 déguisé, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. On interrompt tout le débat, on empêche les possibilités d'amendement, on vote nous-mêmes contre le truc qu'on veut qu'il passe pour l'envoyer au Sénat pour que quand il revienne, on vote pour. Et c'est ça qui va se passer. Moi, c'est un scandale. Et donc, évidemment, on n'a pas eu le temps de parler du scandale de Nestlé, parce que là, il y a Macron. On aurait pu dire aussi qu'avec sa banque Rothschild, il était complètement en lien avec cette entreprise Nestlé qui nous fabrique une eau. Voilà. Enfin, bref, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous, merci à tous. Vive la Révolution. À bientôt.